Alors, ce cours traite du complexe majeur d'histocompatibilité, qu'on va appeler CMH, et des principes de présentation des antigènes. Nous avons vu dans les cours précédents que la formation d'un complexe entre le CMH et l'épitope est indispensable pour la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T, et donc pour leur immunogénicité. Nous avons vu aussi qu'il intervient dans la régulation de l'activité NK. Donc ce cours va ajouter des précisions ainsi que des notions très importantes sur le polymorphisme du CMH qui est à l'origine de variations individuelles dans les capacités immunes. Le complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, est en fait un groupe de gènes qui codent pour des protéines membranaires. En premier lieu, on a découvert ce système comme la base du rejet des greffes, car les lymphocytes d'un individu A se mettaient à proliférer et à détruire in vitro aussi bien qu'in vivo les cellules d'un individu B sur la seule base de différence entre ces protéines. Par analogie au système des groupes sanguins, on a donc parlé de groupes tissulaires, puisque ça ne concernait pas que le sang, mais aussi la greffe de n'importe quel autre tissu ou organe. Il y a eu plusieurs évolutions dans la découverte, ce qui fait qu'au départ, le système s'est appelé HLA, Human Lymphocyte Antigen chez l'homme, et des équivalents ont ensuite été caractérisés chez les animaux, DLA, etc. Mais globalement, tout ça, c'est le CMH. À partir des années 80, on a aussi découvert leur rôle fondamental dans le processus de présentation des antigènes aux lymphocytes T, ce qui va être l'objet principal de ce cours. Plus de 30 gènes sont connus chez l'homme. Ils sont contigus sur un même chromosome et ils sont donc transmis en bloc. C'est ce qu'on appelle un haplotype. Ils sont exprimés de façon codominante, c'est-à-dire qu'il y a à la fois chez l'enfant l'expression des allèles maternels et paternels. Comme illustré dans le tableau en bas à droite, en fait, certains gènes, principalement ceux qui sont exprimés par l'embryon et le fœtus, sont identiques ou presque chez tous les individus et donc ils contribuent à l'acceptation du fœtus dans l'organisme maternel. En revanche, ceux qui sont exprimés dans les tissus développés sont au contraire fortement polymorphes, codant pour plus de 300 variants protéiques. De plus, le CMH est un groupe hétérogène car parmi ces gènes, il y a des gènes qui codent pour des antigènes de classe 1, des gènes qui codent pour des protéines de classe 2 et des gènes qui codent pour des protéines de classe 3. Donc tout ça, on les appelle les antigènes du CMH puisqu'ils avaient été au départ eux-mêmes compris comme étant des antigènes dans le cadre de la reconnaissance des individus les uns envers les autres. Donc les antigènes du CMH de classe 1 sont constitués d'une chaîne protéique, c'est pratique, CMH1 une chaîne, CMH2 deux chaînes. Donc une chaîne protéique stabilisée par un petit élément supplémentaire qui est une microglobuline. Quasiment toutes les cellules de l'organisme expriment le CMH de classe 1. En revanche, les antigènes du CMH de classe 2, qui sont donc constitués de deux chaînes protéiques alpha et bêta en dimère, peuvent être construits par association, attention, entre des allèles maternels et paternels, donc on a un sacré mélange de plein de formes possibles, et ceux-là ne seront pas exprimés par toutes les cellules, mais seulement sur les cellules qu'on va qualifier de cellules présentatrices d'antigènes CPA. Enfin, les antigènes du CMH de classe 3 sont en fait un ensemble hétérogène de protéines qui sont impliquées dans la réponse immune, mais qui ont des actions très variées, que ce soit des facteurs du complément, que ce soit des cytokines, des ligands intercellulaires, etc., etc. Donc, bien que génétiquement différents, les CMH de classe 1 et de classe 2 ont une conformation globale assez similaire. Il s'agit de récepteurs transmembranaires, donc avec une zone intramembrane, une zone extramembrane intracellule qui va faire la traduction du signal,
et une zone extracellulaire qui, elle, sera la plus variable d'un allèle à l'autre. Et c'est dans cette zone variable que va se fixer l'épitope T sous forme d'un peptide qui, selon les CMH, peut avoir une taille un peu variable, on va dire entre 9 et 12 acides aminés. Donc le polymorphisme inter- et intraspécifique est responsable respectivement du rejet des xénogreffes et des allogreffes. Entre individus sans parenté, la probabilité de partager le même ensemble CMH est inférieure à 1 pour 1 million, du fait du grand nombre de gènes impliqués et des grands nombres d'allèles différents dans ces haplotypes. En revanche, entre des individus apparentés, l'histocompatibilité est possible selon les règles de Mendel. À noter que ceci ne concerne pas les transfusions sanguines, car le CMH n'est pas exprimé par les hématies et les plaquettes. Le polymorphisme des groupes sanguins, lui, est un autre problème qui est indépendant de cette histocompatibilité tissulaire. Alors le typage du CMH, pour savoir quel est le CMH qu'a un individu, n'est pas effectué en routine. C'est complexe, c'est cher, et puis il y a beaucoup de questionnements éthiques, par exemple par rapport à des prédispositions à des maladies qui pourraient en résulter, ou des problèmes de paternité, etc. Donc il n'est effectué qu'en cas de besoin. Par exemple, si on cherche un donneur compatible pour une greffe, ou si on a une maladie à prédisposition dans l'entourage. On a différentes méthodes pour ce typage, soit en utilisant des anticorps de référence, soit en utilisant des sondes génétiques. Donc avec des anticorps, c'est facile, on fait un immunomarquage des leucocytes, mais on ne distinguera que les plus fortes différences. En utilisant des sondes génétiques, on va pouvoir trouver des différences génétiques vraiment très précisément, mais attention, il n'y a pas forcément un polymorphisme et un problème de rejet de greffe derrière, donc l'interprétation n'est pas facile. Alors une autre façon de faire, c'est aussi plus prosaïquement de mettre en culture les leucocytes du receveur et du donneur potentiel. Si les deux individus sont histocompatibles, il n'y aura pas de réaction des leucocytes. En revanche, s'ils sont histo-incompatibles, alors les lymphocytes qui vont reconnaître cette différence vont proliférer. On peut même utiliser des lignées cellulaires de référence pour confirmer ces premières approches. Donc, dans cette seconde partie de ce cours, nous allons voir ce qu'est la présentation des antigènes par le CMH. Je vais tout mettre sur la diapositive, ce sera plus facile pour vous. Donc, comme nous l'avons vu, quasiment toutes les cellules expriment le CMH de classe 1 à des taux globalement constants. On appelle cellules présentatrices d'antigènes, abréviation CPA, celles qui expriment le classe 1 bien sûr, mais aussi le classe 2. Et là, le taux d'expression du CMH2 peut être modifié selon l'état d'activation des cellules. Donc les principales CPA sont d'une part les cellules dendritiques, les macrophages et les autres cellules mononucléées de ce système qui vont alors s'intéresser à exprimer tous les antigènes qu'ils ont récupérés par phagocytose ou par pinocytose. Deuxième catégorie très importante, les lymphocytes B. Attention, ils ne présentent que l'antigène qu'ils ont reconnu, mais c'est la base de la coopération entre le lymphocyte B et le lymphocyte T vis-à-vis d'un même antigène. Enfin, d'autres cellules sont capables d'exprimer le classe 2 et donc de présenter des antigènes, mais il s'agira de contextes particuliers et parfois seulement des contextes de maladies, de troubles de l'immunité. Donc, en même temps
que les cellules captent et présentent les antigènes, elles s'activent. Les cellules dendritiques en particulier vont se déplacer vers les organes lymphoïdes secondaires, se déplacer vers les zones riches en lymphocytes T, et en même temps elles vont aussi produire des cytokines qui auront des effets variés, le plus souvent par exemple des cytokines pro-inflammatoires, pour peu qu'il y ait des signaux de danger associés à ce système de présentation. Donc il est important de comprendre qu'il existe plusieurs voies de présentation complémentaires selon le type d'antigène. On ne va pas toutes les voir en revue, on va voir les deux plus importantes. Ce qu'on appelle la voie des antigènes endogènes correspond à la présentation par le CMH de classe 1. Il s'agit du fonctionnement normal de dégradation des protéines qui sont dans le cytoplasme. Alors c'est nettement adapté aux anomalies comme les infections ou les tumeurs, alors que nos propres constituants, il n'y a pas trop de protéases pour les autodégrader, ce serait quand même du gâchis. Donc ces antigènes qui n'ont pas trop de raison d'être là vont être plus facilement clivés par des protéases qui sont dans le cytoplasme, les petites paires de ciseaux que j'ai présentées sur mon schéma. Et ces peptides qui vont en résulter vont être associés, se coller au CMH dans le réticulum, puis être apportés à la membrane pour être le vecteur de la reconnaissance par un lymphocyte T qui passerait par là. La voie des antigènes exogènes correspond à la présentation par le CMH de classe 2 et donc concerne des antigènes récupérés dans l'extérieur de la cellule, soit sous forme de particules qui sont dégradées par phagocytose, soit sous forme de complexes macromoléculaires, antigènes, anticorps, par différents systèmes, phagocytose, pinocytose, etc. C'est aussi le mécanisme qui se passe lorsque l'antigène est internalisé en même temps que le récepteur BCR par un lymphocyte B. Donc dans ce cas-là, on va avoir une dégradation, ce qu'on appelle un peu une digestion partielle de ces antigènes, qui va là aussi produire des peptides qui seront associés avec le CMH2 dans les vacuoles où ils étaient au départ, et ensuite apportés à la membrane. Donc ces deux voies fonctionnent de façon complémentaire car elles vont conduire à des reconnaissances par des populations lymphocytaires différentes. C'est vraiment un schéma très utile à comprendre dans le cours. Donc toute cellule, dans le cas d'une anomalie intracytoplasmique, va présenter des épitopes T associés au CMH1. Et ce sont, les deux cas de figure, je vais les représenter sur le même schéma. Donc, à gauche, le cas d'une cellule qui présenterait une anomalie, qui serait exprimée sous la forme d'épitopes issus de ces antigènes anormaux dans la cellule au niveau du classe 1. Et alors, ce sont les lymphocytes T CD8 qui reconnaissent ces complexes CMH1 épitopes. Donc les CD8 produisent des cytokines, mais ils peuvent aussi exercer une activité cytotoxique susceptible de détruire la cellule anormale. Et voilà, ça y est, le problème est résolu. De l'autre côté, à droite du schéma, vous avez le cas des CPA, qui vont récupérer dans le milieu extérieur les antigènes, par exemple s'ils phagocytent des bactéries, et donc vont à partir de ça faire ce qu'on appelle une dégradation ménagée, et présenter des épitopes associés au CMH de classe 2. Et dans ce cas, le classe 2, c'est le lymphocyte T CD4. C'est le CD4 qui stabilise en reconnaissant le classe 2, alors que le CD8 stabilise la fixation du TCR en reconnaissant le classe D. Et donc, ça tombe bien, les CD4 sont principalement des activateurs de l'immunité, des régulateurs qui vont interagir avec la cellule qui vient de présenter, que ce soit une cellule dendritique, ou que ce soit un lymphocyte B, etc., etc.
Un moyen mnémotechnique simple pour retenir ça, c'est que 8 fois 1 égale 4 fois 2. Donc pour revenir à la notion d'immunogénicité qu'on a vue précédemment, la réponse dépendra de l'existence ou pas des lymphocytes T. Elle dépendra aussi d'interactions complémentaires qui sont fournies par la CPA si en même temps elle réagit à des signaux de danger et produit d'autres cytokines, des cytokines en même temps que ce signal spécifique. Alors un cours d'immunologie vétérinaire ne serait pas complet sans présenter le phénomène de restriction syngénique qui a valu le prix Nobel à Zinkernagel, médecin suisse, et Doherty, vétérinaire australien. Leurs travaux, et bien sûr tous ceux d'autres chercheurs de leurs équipes, et puis après, ont permis de comprendre ce système complexe d'interaction entre le TCR, l'épitope et le CMH. Parce que vous avez en fait une double reconnaissance. Il y a à la fois, le TCR va établir des liaisons faibles à la fois avec le CMH et avec l'épitope T. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe. En plus, les chaînes, qu'elles soient CD4 ou CD8, vont stabiliser l'ensemble en se fixant sur des parties qui existent sur les CMH de quelle que soit leur variabilité. Alors respectivement CD4 et CMH2 ou CD8 et CMH1. Alors que l'épitope T, lui, il va se fixer sur une zone qui est présente, une variation en fonction des allèles du CMH dont on dispose. Et du coup, il en résulte une conséquence biologique considérable. C'est-à-dire qu'un lymphocyte qui reconnaît un épitope T associé à un CMHX ne le reconnaîtra pas de la même façon s'il est associé à un autre CMHY. Et c'est ce qu'on appelle la restriction syngénique. C'est ce qui a expliqué beaucoup de difficultés à comprendre le fonctionnement de l'immunité, qui explique aussi à quel point c'est important de considérer l'individu et ses capacités CMH pour savoir s'il est effectivement capable de bien ou pas répondre à un antigène. Parce qu'il peut arriver qu'un lymphocyte fonctionne nettement mieux avec les CMH de l'individu qu'avec d'autres cellules, des CPA d'un individu de CMH différents, donc ça invalide un grand nombre d'études in vitro. Ça aussi explique de nombreuses contradictions dans les études de l'immunité qui avaient été faites avant cette découverte. Enfin, nous verrons dans un cours ultérieur que c'est la base la plus importante de la distinction entre le soi et le non-soi, qui est fondamentalement basée sur la reconnaissance conjointe que le lymphocyte T va faire à la fois de l'antigène, mais aussi de quelle est la cellule, est-ce que cette cellule lui appartient ou pas. Alors un autre concept complexe de réflexion qui est plus récent parce qu'il a demandé des gros moyens informatiques et des très bonnes compréhensions de la structure des molécules plus acquises dans les 20 dernières années, eh bien c'est celui de la gamme peptidique. Il s'agit de l'ensemble des peptides qu'une molécule donnée du CMH est capable de présenter, c'est-à-dire qu'elle est capable, l'ensemble des peptides, selon leur séquence, qu'elle est capable de bien ou pas bien fixer sur ce qu'on appelle sa poche à peptides, au niveau de ces parties externes de la molécule. Et donc, chaque allèle du CMH a un panel de peptides qu'il est capable de bien fixer, et c'est ce qu'on appelle donc sa gamme peptidique. Donc la figure à droite, assez complexe, vous montre à quel point maintenant on peut aller loin grâce à des logiciels de modélisation qui peuvent analyser les séquences des antigènes et prédire s'ils seront bien ou mal présentés par un individu donné avec un CMH donné. Donc on en déduit que les capacités de présentation des antigènes dépendent en grande partie du CMH.
Et des études très sophistiquées sont réalisées pour comprendre la part individuelle dans la reconnaissance des antigènes et donc la capacité d'une population à être plus ou moins fragile vis-à-vis d'un microbe qui aurait cet antigène ou un certain mutant. Alors, on a une version simplifiée, si on peut dire, mais qui a une conséquence biologique considérable. Eh bien, c'est le problème de l'extinction des grenouilles, du fait d'une mortalité très nombreuse à cause d'un champignon. Parce que ce champignon, eh bien, est plus ou moins bien reconnu par les grenouilles. Et en fait, il y a très peu de polymorphisme du CMH chez les amphibiens, ce qui fait que, en fait, vous avez deux cas de figure. Des grenouilles d'haplotype dit Q, ou des haplotypes qui n'ont pas du tout la même résistance à des grenouilles d'haplotype B. La mortalité est très forte chez les grenouilles qui expriment le génotype B. Elle est quasiment nulle chez les grenouilles qui expriment le génotype Q, qui sont résistantes à ce champignon, et les hétérozygotes qui ont en fait que la moitié de leur CMH, donc qui est B, et l'autre moitié Q, eh bien, sont à peu près intermédiaires entre les deux. Donc vous voyez bien l'importance que ça peut avoir dans la résistance ou la sensibilité à un microbe particulier. Et donc ce polymorphisme de l'immunité, c'est très important, ça existe dans n'importe quelle population vis-à-vis de n'importe quelle infection, ça a une valeur adaptative considérable. Alors d'autant plus que, en ce qui concerne le CMH, qu'il y a une complexité croissante de la génétique du CMH qui est nettement plus développée chez les mammifères que ce qu'on a dans l'exemple précédent des amphibiens ou des poissons. Beaucoup plus de composants de l'immunité, beaucoup plus d'allèles pour chaque gène, et un répertoire lymphocytaire beaucoup plus vaste. Alors au sein même d'une espèce, on aura des variations intraspécifiques du CMH qui vont participer à l'hétérogénéité de la population, avec donc des capacités de reconnaissance antigénique et de résistance globale qui iront de très sensibles à très résistants, en passant par le gros des individus qui sont à peu près à la moyenne. Et donc ces variations vont expliquer l'immunogénicité, mais aussi les variations au niveau des autres facteurs que je vous ai décrits qui sont dans le CMH, regroupés dans ce qu'on appelle le CMH de classe 3, et qui modulent les réponses individuelles, par exemple le degré d'inflammation ou l'efficacité plus ou moins grande des cellules NK contre les tumeurs. Donc au bilan, la composante héréditaire de l'immunité, elle est bien établie dans la résistance aux maladies infectieuses. Elle a été aussi bien prouvée dans de nombreux troubles de l'immunité, tels que des maladies auto-immunes et des allergies qui ont une composante héréditaire assez forte. Au-delà de la résistance aux agressions externes, il est évident que le CMH joue un rôle important dans l'intégrité de l'organisme, et on en a déjà évoqué ça avec les anomalies d'expression du CMH qui vont contribuer à la détection et à la lutte contre les cellules qui présentent une anomalie grâce aux lymphocytes NK, capables de détruire des cellules infectées ou des tumeurs qui n'exprimeraient plus comme il faut le CMH. Les variations du CMH étant aussi un facteur d'activation du système immunitaire vont être un problème majeur pour les greffes et transplantations et être à l'origine de rejets. En revanche, il faut noter que ces variations jouent un rôle majeur dans le processus d'individualisation de l'espèce. Et alors, le dernier point très intéressant de réflexion là-dessus, eh bien, c'est
la problématique du CMH en tant qu'élément de la tolérance phytomaternelle dans les espèces vivipares. On a découvert il y a peu que les lymphocytes NK au niveau, je vais tout mettre sur la diapo, ce sera plus simple, que les lymphocytes NK au niveau de l'utérus ont un fonctionnement atypique, au point qu'on les a appelés UNK, et qu'ils ont un effet anti-rejet. Parce qu'au lieu d'agresser les cellules qui leur paraissent avoir un CMH différent, celles du fœtus, du placenta, eh bien, elles vont au contraire produire des cytokines inhibitrices. Et en plus, elles vont réagir de façon stabilisatrice du fait qu'un grand nombre des éléments du CMH fournis par le fœtus sont monomorphes. Donc là, il n'y a pas de différence et donc bien reconnu. Et donc, ces cellules NK, selon qu'elles reconnaissent un CMH identique monomorphe ou un CMH différent, eh bien, vont aller à contribuer à réguler la croissance du trophoblaste dans un premier temps, et enfin, en fin de gestation, à peut-être aussi aider à la séparation de ces organismes du fœtus et de la mère. Alors il y a des conséquences en pathologie de la reproduction qui sont un peu trop compliquées pour ce premier module, mais qui vous verrez peut-être par ailleurs en cours de reproduction. Et pour finir, au-delà du rôle du CMH dans l'immunité, eh bien, le CMH participe en tant qu'élément de l'odeur corporelle individuelle. C'est ce qu'on appelle la signature olfactive individuelle. En effet, les protéines du CMH sont présentes dans les sécrétions sébacées et dans l'urine. Et du coup, vu qu'elles sont différentes d'un individu à l'autre, elles créent une signature olfactive unique. Ce qui permet aux animaux d'identifier si les congénères qu'ils rencontrent sont apparentés ou pas. C'est génial. Cela a une influence considérable sur le choix des partenaires sexuels, auquel cas, eh bien, plusieurs études ont montré que l'exogamie est préférée, et aussi sur les soins aux jeunes, où au contraire, il y a une préférence pour s'occuper de jeunes dont l'odeur CMH est similaire. Donc l'odeur d'un individu renseigne sur la filiation par la diversité du CMH, mais elle se rajoute bien sûr à d'autres éléments comme l'état physiologique, les phéromones, les aliments que l'animal a goûtés, etc. Il y a même eu des études pour montrer que des éléments de CMH altérés, par exemple d'individus qui présentaient des parasites et donc des épitopes issus de ces parasites sur leur CMH, sont reconnus comme une odeur différente de celle d'un individu non parasité. Donc, les capacités humaines dans ce domaine sont très faibles. D'autant plus que cette signature olfactive est principalement faite au niveau de l'organe voméronasal, qui est moins développé chez les humains que dans d'autres espèces. En revanche, il y a de nombreuses perspectives en utilisant ces capacités discriminantes des animaux, et en particulier du chien, qui est capable de rechercher un individu sur la base de l'odeur d'un vêtement, ou même de détecter une anomalie de santé, comme un diabète ou un cancer, sur la base d'une modification de l'odeur de l'individu. Fin de ce cours sur ces perspectives absolument fabuleuses des interactions entre le polymorphisme individuel et l'immunité.